Bonjour à tous. Directrice de la rédaction de Bâti Actu, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce temps fort en partenariat avec Se Loger, un focus qui se découpera en deux parties. Une première partie consacrée aux effets de la loi climat et résilience sur le marché immobilier et une seconde partie consacrée aux réflexions et propositions du Club des penseurs de Se Loger. Rappelons-nous, l'année dernière, à cette même date, et à un jour près, on va dire, et en tout cas, c'était bien ici, était remis le manifeste des penseurs, manifeste qui était le fruit d'une collaboration étroite avec les principales personnalités du secteur, une collaboration inédite. Nous aurons donc la suite tout à l'heure, donc restez avec nous. Mais pour commencer, l'idée c'est de s'intéresser au marché. Au-delà de la crise actuelle, ce marché et plus globalement le secteur connaît de nombreux bouleversements, notamment dus aux nécessaires transitions énergétiques et environnementales. Axe est mis notamment sur la rénovation des logements et la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi climat et résilience, a été promulguée en 2021 et porte haut notamment la lutte contre les passoires thermiques. Pour nous parler de cette loi et surtout des effets qu'elle a sur le marché immobilier actuel, notamment pour les propriétaires bailleurs, je vais vous remercier d'accueillir à côté de moi donc Thomas Lefebvre, vice-président Data et Science de chez Aviv du groupe Se Loger Meilleurs Agents. Vous pouvez applaudir. Michael Prévost, vous êtes chef de projet Parc locatif privé et copropriété à la mission de coordination gouvernementale du plan de rénovation énergétique des bâtiments, donc à la DGALN, DGEC, donc dépendant du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et de la transition énergétique. Et enfin, Christine Bourg, bienvenue. Vous êtes chargée de mission politique bailleur et lutte contre la précarité à l'ANA. Commençons peut-être à parler contexte. Commençons par nous intéresser donc cette loi proprement dite, la loi climat et résilience. Monsieur Prévost, peut-être nous rappeler son esprit ainsi que les principales mesures qui sont au cœur de nos débats aujourd'hui. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, parfait. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je commencerai, permettez-moi, par vous remercier, ainsi que le groupe Se Loger, pour créer ce moment de bilan d'étape sur la mise en œuvre de la loi climat-résilience. Vous m'interrogez sur l'esprit de cette loi. Si je dois la résumer en un mot, eh bien, c'est de créer les conditions d'un virage, d'un tournant fort dans la rénovation énergétique, une accélération de la rénovation du parc résidentiel, avec une priorité donnée à la rénovation des passoires énergétiques, les logements qui ont un diagnostic de performance d'étiquette F ou G. C'est évidemment une loi qui, du coup, s'affronte à un enjeu colossal. Le parc de logements en France, c'est 37 millions de biens. L'Observatoire national de la rénovation énergétique estimait en 2022 que parmi l'ensemble de ces logements, près de 20% sont des passoires énergétiques, un peu plus de 7 millions. Sa rénovation, c'est évidemment un enjeu primordial. D'abord, en termes de lutte contre le climat. Ce parc, il représente presque 30% des émissions de gaz à effet de serre. C'est un enjeu pour la sobriété, l'autonomie énergétique de notre pays. C'est également un enjeu de confort, de qualité de vie et de lutte contre la précarité énergétique pour beaucoup de nos concitoyens. Le défi est donc immense et pour le relever, la loi climat-résilience prévoit un certain nombre de mesures, assez nombreuses, il faut bien le dire, qui traitent spécifiquement de la rénovation du parc bâti. Je tâcherai d'être assez bref, assez court sur ces mesures. Je vais évidemment citer en priorité celles qui concernent le parc locatif privé, puisque je crois que c'est le principal sujet qui nous réunit aujourd'hui. Sur le parc locatif privé, les deux mesures phares de cette loi ont été d'abord la disposition de gel des loyers, qui sont entrés en vigueur à partir d'août 2022. Donc aujourd'hui, les logements étiquetés F ou G ne peuvent plus réviser à la hausse leur loyer. Et la seconde mesure phare, c'est bien évidemment le calendrier d'interdiction de mise en location des passoires énergétiques, ou plus précisément le calendrier de non-décence de ces biens, avec une entrée en vigueur progressive. Dès janvier 23, si vous me permettez quelques approximations, dès janvier 23 pour les passoires les plus énergivores, celles qui consomment plus de 450 kWh par mètre carré par an. Dès janvier 2025, les étiquettes G.
en janvier 28 les étiquettes F et à terme, à 2034, l'interdiction de mise en location des étiquettes de DPE E. Ça représente sur les étiquettes F et G près de 1,6 million de logements, 1,8 en plus avec les étiquettes E sur le parc locatif privé, et puis près de 500 000 logements sur le parc social qui lui a en proportion un peu moins de passoires énergétiques que le parc privé. On a à peu près un ratio d'1 pour 2. Enfin, le parc social est à peu près à 10% de passoires énergétiques, le parc privé à peu près un taux de 20%. A contrario de ces taux, on a seulement aujourd'hui en France près de 4% des biens qui sont en étiquette A ou B, qui est l'étiquette cible de l'ensemble du parc à l'horizon 2050, si l'on tient l'objectif auquel la France s'est engagée auprès de ses concitoyens et auprès de l'ensemble de la communauté internationale à travers la COP21, qui est la neutralité carbone à horizon 2050. J'évoquais donc rapidement les mesures en matière de parc locatif privé. Il en existe également en concernant les ventes et les transactions. Principalement l'entrée en vigueur d'une obligation d'établir un audit énergétique. Cette obligation, elle concerne depuis le 1er avril dernier les logements d'étiquette G. Cet audit énergétique, il a pour avantage, en plus du DPE, de permettre à un propriétaire, un vendeur, plutôt un acquéreur, d'avoir une vision très précise des scénarios de travaux et de rénovation qui sont nécessaires pour pouvoir, selon l'ambition qu'il souhaite donner à son projet, sortir du statut de passoire énergétique, voire aller plus loin dans son projet de rénovation et avoir un scénario à terme de rénovation lui permettant d'atteindre une étiquette A ou B. Enfin, la loi elle prévoit également des mesures qui concernent plus spécifiquement les habitations collectives, avec l'obligation de DPE collectif et de plan pluriannuel de travaux qui entreront en vigueur entre 2024 et 2026. Je vous propose de m'en arrêter là pour la liste de ces mesures déjà très nombreuses. Alors déjà, donc de nombreuses mesures mises en place et forcément des impacts sur le marché immobilier. Monsieur Lefebvre, l'idée justement, c'est que vous avez cette force des data qui nous permettent justement d'avoir ces rendus. Aujourd'hui, il existe déjà des retours sur ce marché. Quels sont les impacts aujourd'hui de cette loi? Alors, effectivement, même si on est vraiment au début du calendrier, comme Monsieur Prévost vient de le rappeler, il y a déjà des impacts qui sont assez forts et qui dépassent le simple marché de la location et des impacts qu'on voit sur le marché des transactions directement. Alors, le premier impact très concret, le premier véritable impact de la loi, c'est tout bête, mais c'est la complétude des annonces. C'est-à-dire que depuis juillet 2021, et c'est une date qu'on va pas mal étudier, c'est vraiment une date pivot dans le changement de comportement des acheteurs, des vendeurs, des agents immobiliers. Et vous verrez dans les différents chiffres qu'on va sortir, le juillet 2021 est vraiment une date pivot. C'est le moment où, dans la loi, le DPE devient véritablement opposable et ça change pas mal de choses. La première, c'est que le DPE est de plus en plus renseigné dans les annonces. Ici, on regarde les annonces de vente sur le site de Se Loger depuis 2018. Le début de la courbe, c'est 2018. On était aux alentours de 75%. Ça baissait même jusqu'à juillet 2021 pour aujourd'hui atteindre 80-85% des annonces qui ont un DPE qui est renseigné. Ça, c'est le premier effet. Le deuxième, on en a beaucoup parlé aussi, c'est l'impact sur les décisions de mise en vente. Est-ce que cette loi climat et résilience, est-ce que ce calendrier législatif pousse les propriétaires de passoires énergétiques à mettre leurs biens sur le marché? Alors, la réponse en partie oui, quand on voit ces chiffres-là, puisque quand on regarde 2022 et 2023, donc les 6 premiers mois de 2023, 20% des biens qui sont mis sur le marché concernent des passoires énergétiques, donc des biens classés F ou G, alors qu'on était plutôt aux alentours de 10% les années précédentes. Il faut prendre un peu de recul par rapport à ces chiffres, garder en tête la stat précédente sur le fait que les annonces sont de plus en plus renseignées, donc se dire qu'a priori, les personnes qui ne remplissaient pas forcément les DPE, ce n'étaient pas les meilleurs logements en matière énergétique, et donc ce qui peut un peu biaiser cette analyse. De plus, il faut avoir aussi en tête qu'en France, globalement, sur les 37 millions de logements, c'est 17% qui concernent des passoires énergétiques. Donc on n'est pas si loin finalement de la représentativité française sur le marché de l'immobilier, en tout cas ce qu'il y a comme bien à la vente aujourd'hui sur le marché de l'immobilier. Mais voilà, il faut quand même, ça invite aussi à réfléchir sur le fait qu'il y a quand même des propriétaires
qui, au vu des différentes, au vu de ce calendrier législatif, ont décidé du coup de mettre ces biens en vente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que des propriétaires pas que des propriétaires bailleurs, aussi des propriétaires de résidences principales et secondaires qui ont été motivés par la mise en vente de leurs biens. Du coup, les impacts concrets sur le marché, au-delà des actions de ces propriétaires, c'est le comportement des acheteurs qui a aussi énormément évolué. Et ça, c'est le troisième effet. C'est que le DPE est devenu un véritable nouvel effet de négociation. Le DPE est vraiment identifié maintenant par les acheteurs comme un levier soit de négociation ou voire des acheteurs qui décident de ne pas visiter des biens qui sont mal classés. Ce chiffre de 90%, c'est issu d'un sondage qu'on fait régulièrement où on interroge des personnes qui ont des projets immobiliers, des projets d'achat, en leur posant la question si un mauvais DPE entraînera une révision de leur projet immobilier, voire même un levier de négociation. Et dans 9 cas sur 10, ils nous répondent oui à ces questions. Si on faisait la même stat il y a 10 ans, le DPE n'était pas du tout considéré comme un élément de valorisation sur les biens. Tout le monde s'en fichait un petit peu du DPE, ça a vraiment changé et ça c'est à mettre au crédit évidemment de la loi climat et résilience. Et donc du coup on peut s'attendre à des impacts sur les prix et c'est le cas. Malgré un marché, on en parle beaucoup en ce moment, un marché de l'ancien qui a commencé à baisser compte tenu des conditions de marché. Ce qu'on observe, c'est que sur le segment des passoires énergétiques, donc des biens qui sont classés F et G, eh bien, on a un marché qui baisse plus, des prix qui se corrigent un petit peu plus. On n'est pas sur des... Enfin, de toute façon, les prix en France aujourd'hui sur l'ancien ne baissent pas de manière drastique. On parle de légère baisse depuis quelques mois maintenant, mais cette légère baisse, elle est accentuée sur les biens qui sont moins bien classés énergétiquement parlant. Et vous voyez cette gradation entre les biens qui sont classés D et au-delà versus les E et versus les F et G qui sont aujourd'hui vraiment spotés par la loi. Et cette différenciation, cette dévalorisation des passoires, elle s'observe sur l'ensemble des segments de marché. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que sur un marché comme Paris, qui lui, pour le coup, se corrige beaucoup plus, parce que compte tenu du pouvoir d'achat immobilier parisien qui est extrêmement contraint par l'augmentation des taux, le DPE est fortement identifié par les acquéreurs parisiens comme un élément de négociation, et les passoires énergétiques à Paris se dévalorisent plus que le marché parisien. On a une baisse moyenne à Paris qui est de l'ordre de 5-6% maintenant, depuis, plutôt de 6% depuis juillet 2021, c'est 8% de baisse pour les passoires énergétiques. Et cette dichotomie, alors même si sur les autres marchés depuis juillet 2021, on n'a pas des marchés qui sont en baisse parce que la correction n'arrive que depuis quelques mois, on a cette dichotomie très forte entre marché des passoires et marché des non-passoires. Voilà, et donc qui montre que la loi aujourd'hui, climat et résilience, impacte les décisions de mise en vente et impacte la valorisation des biens sur le marché français. Merci beaucoup. Alors du coup, on le voit, l'ensemble de ces impacts fait que ça montre aussi le défi, aussi la marche qui a monté. Peut-être quelques réactions déjà, Monsieur Prévost, sur ce que vous venez d'entendre, sur ces impacts de cette loi. Oui, alors... Ça marche toujours. Quelques réactions. Sachant que pour tout vous dire, et pour être honnête, je ne découvre pas complètement ces chiffres, puisqu'il se trouve que Se Loger partage ces données avec le ministère très régulièrement et que c'est pour nous un indicateur précieux d'analyse des dynamiques en cours sur le parc locatif privé notamment. On rejoint complètement les constats qui sont faits. Je voudrais les résumer en 2 points. C'est qu'il nous semble qu'effectivement l'augmentation du nombre de passoires énergétiques vendues ces dernières années s'explique en partie, et c'est très visible dans les cours, par un meilleur remplissage des DPE. C'est un phénomène qu'on a en tête. Plus, donc forcément, on les voit plus. On mesure peut-être ce qui n'était pas déclaré avant, tout simplement, ce qui ne se voyait pas dans les DPE. C'est un premier point fort du constat, je crois, qu'on doit tirer. Et le second, c'est, me semble-t-il, effectivement, la prise en compte désormais très visible, très tangible, de la valeur environnementale, de la valeur verte d'un logement, dans l'impact que peut avoir le DPE sur sa valorisation. Monsieur Lefebvre, vous vouliez rajouter ? Valeur verte, mais c'est surtout des cotes pour les passoires. La réalité, quand on voit ces chiffres-là aujourd'hui, c'est une décote forte pour les passoires. Mais finalement, ça va peut-être pousser les gens à aller faire plus leurs travaux aussi pour pouvoir vendre mieux ou faire en sorte que, finalement, au bout du bout, c'est de massifier la rénovation qui est important. Madame Bourg également, vous avez quelle réaction à ces chiffres ? Alors,
Oui, ça. Moi, ce dont je pourrais vous parler là cet après-midi, c'est de quelle manière l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, se positionne en soutien des propriétaires bailleurs pour les aider justement dans leur démarche d'amélioration, de rénovation ou d'amélioration énergétique. Et je pourrais peut-être commencer par vous citer quelques éléments de bilan. Moi aussi, j'ai quelques chiffres en tête, mais enfin non, justement pas en tête, j'ai besoin de les lire. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Agence nationale de l'habitat aide les propriétaires bailleurs dans leur rénovation de logements, et pas seulement le volet immobilier depuis de nombreuses années, mais que effectivement depuis maintenant 2 ans, on a ouvert de nouvelles aides qui permettent d'en faire davantage, de massifier les rénovations. Donc je vais vous donner globalement déjà des chiffres indicatifs. Donc, si on repart sur les valeurs de 2020, on était sur un système d'aide, on va dire historique, qui est lié au conventionnement. Je pourrais vous dire ensuite un peu plus en détail ce qu'est le conventionnement. Et ça représentait 84 millions d'aides versées aux propriétaires bailleurs pour aider environ 4000 logements. En 2021, on est monté grâce à l'ouverture de MaPrimeRénov' propriétaires bailleurs et MaPrimeRénov' copropriété, qui en définitive vont toucher aussi des propriétaires bailleurs. On était plutôt sur environ 150 000 euros d'aide aux propriétaires bailleurs pour traiter près de 20 000 logements. Et en 2022, on a atteint 230 000, je simplifie un peu, et 32 000 logements propriétaires bailleurs aidés. Ça veut dire qu'en 3 ans, on a quand même multiplié par 8. Oui, il y a une montée en puissance. Voilà, il y a une montée en puissance, une volonté vraiment de l'ANA de soutenir ça. Donc on a multiplié par 3 les budgets et par 8 le nombre de logements aidés, donc ce qui quand même témoigne de cette volonté. En gros, je vais quand même retracer un peu on va dire les grands mécanismes d'aide aux propriétaires bailleurs de la part de l'agence. Donc, le premier, c'est celui qui est lié au conventionnement des logements. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur la volonté de développer une offre locative à loyer abordable. On en a parlé pas mal tout à l'heure dans les précédents ateliers. C'est vraiment une dimension, c'est l'ADN de l'ANA, en gros, ça, hein, c'est-à-dire aider les propriétaires bailleurs en contrepartie du développement d'une offre locative à loyer abordable, c'est-à-dire en dessous des niveaux de loyer de marché, qui offre aux propriétaires bailleurs des avantages fiscaux. Donc aujourd'hui, on appelle ça le produit Locavantage, donc c'est aussi un vocable qui commence à être connu, qui est l'héritier de différents produits fiscaux et qui marche relativement bien. Donc, on est là sur des engagements sur 6 ans, sur une étiquette de sortie qui est au minimum D, et ça c'est depuis plusieurs années, donc je tiens à le souligner, c'est-à-dire qu'on n'a pas attendu la loi climat et résilience pour déjà avoir un niveau d'exigence élevé en termes énergétiques, donc c'est un produit intéressant. Et puis, comment dire, les logements mis en location s'adressent à des locataires qui sont sous des ressources plafonnées. Donc on est bien sur un produit social, plus ou moins, puisqu'on a 3 niveaux de loyer possibles, hein, intermédiaire, social, très social. Donc un produit intéressant qui permet une offre de qualité à loyer maîtrisé et à charge maîtrisée. Voilà, et puis l'aide la plus connue, c'est MaPrimeRénov', ouverte aux propriétaires bailleurs depuis 2021, donc qui, elle, fonctionne sur une logique très différente. Même si elle est beaucoup plus connue, ce n'est pas un produit social pour nous, puisqu'elle s'adresse à des propriétaires bailleurs en fonction, certes, de leurs revenus, mais par contre, le propriétaire ensuite loue de manière libre au niveau de loyer qu'il souhaite et pour la durée, finalement, qu'il souhaite suite aux aides. Donc voilà un petit peu les différentes logiques. On voit bien qu'il y a un enjeu, effectivement, à massifier la rénovation, mais on peut déjà constater quand même une certaine dynamique et une progression assez rapide. Il y a une progression très rapide et un fort enjeu aujourd'hui encore d'informer encore plus les personnes et de les accompagner. Parce que vous le dites, il y a énormément d'aides aussi, une diversification des aides, une diversité, pardon, un défi face aux copropriétés. Finalement, aujourd'hui, des leviers d'accompagnement existent aussi avec l'ANA. Vous avez aussi remis à plat un peu tout cet ensemble d'aides importants. Aujourd'hui, c'est France Rénov'. Peut-être nous en dire quelques mots. Voilà, alors c'est vrai que là, moi, je vous ai parlé des aides aux travaux de l'ANA, mais c'est vrai que les propriétaires bailleurs peuvent bénéficier d'autres choses. Donc des avantages fiscaux, on en a parlé, des prêts. Et puis aussi, je tiens à souligner un système intéressant qui est l'intermédiation locative. On n'en parle pas
beaucoup forcément aujourd'hui, mais c'est un dispositif qui permet de sécuriser et de simplifier la gestion locative pour le bailleur et qui en même temps apporte un accompagnement social plus ou moins développé vis-à-vis des locataires bénéficiaires. Donc c'est un système qui est intéressant et qui est assuré par des organismes agréés par l'État. Donc ça aussi, c'est un mécanisme d'aide intéressant pour les bailleurs. Alors vous le dites, les aides, elles sont nombreuses. Elles sont variées. Il faut effectivement aider les propriétaires bailleurs à se repérer dans toutes ces aides. Et c'est vraiment l'objet effectivement de notre service public de la rénovation. Donc les guichets, les espaces conseils France Rénov que nous sommes en train de déployer dans le territoire et qui ont vocation à apporter un conseil global aux propriétaires bailleurs, de même qu'aux propriétaires occupants. Et vous accompagnez donc ces propriétaires occupants et ces propriétaires bailleurs. Vous allez aussi aller vers les collectivités aussi pour leur montrer aussi, de faire en sorte que ce service aille au plus près des territoires. Alors déjà, il faut souligner que les collectivités, elles sont complètement partie prenante de ce réseau France Rénov, puisque on a le soutien des EPCI, des régions, enfin, ce sont des dispositifs évidemment cofinancés et qui se déploient donc le plus largement possible sur les territoires. C'est vrai que les collectivités, par ailleurs, elles peuvent être porteuses d'initiatives. Madame Broglie en parlait tout à l'heure. Donc ça peut toucher à la lutte contre le logement vacant, ça peut toucher au permis de louer, ça peut toucher au montage d'opérations programmées avec l'agence de l'habitat. Donc elles ont l'habitude de pratiquer ces programmes, d'aller vers justement, d'aller chercher les propriétaires, qu'ils soient occupants ou bailleurs. Et l'ANA finance à divers titres toutes ces initiatives locales. Et on rappelle aussi la mise en place des accompagnateurs Rénov qui ont vocation bien sûr à être déjà, encore plus nombreux. En quelques mots, je vais quand même redire ce que c'est que notre service France Rénov, puisque je suis là aussi pour en parler. Voilà. Donc, qu'est-ce que France Rénov? Bon, France Rénov est mis en place depuis janvier de l'année dernière, depuis janvier 2022. Donc, c'est bien un service public, d'accord, qui s'adresse à tout le monde de manière gratuite, neutre et indépendante. Ça veut dire que chacun peut y trouver du conseil tout à fait objectif, qu'il soit propriétaire, occupant ou bailleur. Donc, à la fois, c'est de l'information, c'est du conseil et c'est de l'accompagnement. On y reviendra par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place? Une plateforme web, un numéro de téléphone unique, un réseau de guichets France Rénov répartis sur l'ensemble du territoire. Donc aujourd'hui, on a plus de 500 espaces conseils France Rénov et on a à peu près 2500 info-conseillers sur l'ensemble du territoire. Donc c'est quelque chose qui se déploie et qui a vocation à monter encore en puissance. L'accompagnateur Rénov, vous en parliez. Donc, en fait, le réseau France Rénov, ça va être de l'info-conseil délivré par des conseillers dans les guichets France Rénov et de l'accompagnement aux travaux, aux projets de travaux réalisés par des accompagnateurs qu'on appelle Mon Accompagnateur Rénov. Donc, ces personnes-là, sont aujourd'hui plus de 1000 et là encore, un fort déploiement est en cours avec progressivement l'agrément de nouvelles personnes qui pourront assurer ce service. Merci beaucoup. Du coup, peut-être, Monsieur Prévost, compléter avec ce que disait Madame Bourg sur le fait de... Voilà, l'importance aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il y ait ce réflexe France Rénov pour l'ensemble des copropriétaires et des bailleurs et de tous ceux qui ont cette vocation à faire ces travaux pour relever ce défi de la massification. Oui, tout à fait. Un message que je vous propose de retenir de notre table ronde, c'est effectivement d'acquérir le réflexe France Rénov, pas forcément pour bénéficier d'un accompagnement complet sous un propriétaire bailleur. Il peut avoir déjà fait des travaux, avoir l'habitude en tout cas d'en mener de façon relativement autonome, mais le monde de la rénovation est un monde dans lequel il y a énormément de questions qui se posent sur le bon scénario de travaux, quelle ambition, quels sont les professionnels qui peuvent m'entourer, quelles sont les aides auxquelles j'ai le droit, desquelles je peux bénéficier. Pardon. Le service public France Rénov, c'est un outil qui permet à chacun d'avoir au moins un premier niveau d'information pour être sûr qu'il maximise l'ensemble des accompagnements qui sont à sa disposition. Après, il peut choisir un parcours qui l'écarte de ce service public, mais c'est, il me semble-t-il, un point important à avoir dans son parcours, en début de parcours.
Bien sûr, ça permet donc cette simplification du parcours et aussi cette nécessité de rappeler, depuis le début de la journée, on ne fait que ça, hein, c'est agir ensemble hein, pour avancer, donc c'est additionner toutes ces forces des acteurs engagés pour le logement. Oui, oui, puisque vous nous invitez à parler des leviers à activer pour réussir collectivement ce défi de la rénovation du parc locatif. Un des leviers, c'est un levier de méthode, me semble-t-il, et la méthode, c'est de travailler ensemble. Évidemment, désolé de cette évidence, mais personne n'arrivera seul à rénover l'ensemble du parc français. Et c'est dans cet esprit-là, notamment, que le ministre de la Ville et du Logement a créé le 13 avril dernier un comité des partenaires autour de la rénovation du parc locatif privé, dans l'objectif d'avoir un suivi régulier des dynamiques de ce parc, qui s'appuie donc notamment, je l'évoquais, sur la participation de Se Loger, qui est membre de ce comité des partenaires. Ce comité a vocation à se réunir régulièrement pour faire un état des lieux, comme nous le faisons aujourd'hui, de ce qui s'observe sur le parc. Et puis il a également vocation à travailler, proposer, faire savoir ce qui marche en termes d'actions concrètes, opérationnelles, pour tenir collectivement les échéances de la loi climat-résilience. Ça passe par un groupe de travail, simplification du parcours des propriétaires bailleurs. Madame Bourg en a évoqué un certain nombre d'aspects sur les financements, sur Mon Accompagnateur, Rénov, sur France Rénov. Et cette démarche-là, dans les prochains mois, j'espère qu'elle m'amènera à vous présenter d'autres actions concrètes qui permettent d'informer le propriétaire bailleur. Tout à fait. Monsieur Lefebvre, peut-être un mot aussi sur ces défis-là, ce que vous avez entendu, la mise en place de France Rénov, ça va accompagner donc cette massification. Il y a un véritable enjeu pour d'aider les particuliers, les ménages français à mener ces travaux de rénovation, à les éclairer, à les aider à prendre les meilleures décisions possibles. Et on va dire que sur ce sujet-là, on va suivre le mouvement. On est ravis de pouvoir aider le gouvernement à prendre les bonnes décisions en tout cas à piloter cette politique publique qui est évidemment très importante pour notre futur commun et sur la rénovation du coût énergétique des logements. Et donc notre rôle à nous va être à la fois évidemment d'éclairer à partir des données qu'on peut avoir à disposition. On a la chance d'être un véritable observatoire en fait, du marché du logement via les comportements qu'on peut observer sur nos différents sites. Et c'est vraiment notre premier métier de traiter cette donnée pour en tirer des conclusions sur le marché du logement, comment est-ce que les choses évoluent. Mais aussi, on a certainement des efforts supplémentaires à faire pour guider les Français, les aider à résoudre cette fameuse équation énergique/économique. Et ça va, on va dire, guider nos différentes réflexions dans les prochaines années, évidemment. Bien sûr, on le sait, ce défi-là, et c'est aussi un défi à l'échelle de la planète, hein. Il faut qu'on arrive à décarboner un petit peu notre parc, c'est là aussi, il ne faut pas l'oublier. On se rappelle aussi que c'est un chantier qui s'ouvre aussi pour les professionnels quand même. On l'a redit tout à l'heure sur le fait que c'est aussi beaucoup d'opportunités, le développement d'une filière qui doit être mise en place. Merci beaucoup. Et quand même se rappeler qu'à la fin, c'est pour loger des gens, tout ça, et de loger dans les logements de qualité. Vous vouliez rajouter, je vous ai vu prendre votre micro. N'hésitez pas, peut-être un dernier mot justement dessus, c'est se rappeler que c'est quand même pour faire un logement décent, de qualité pour tous. C'est ça, le bénéficiaire final quand même de ce calendrier d'interdiction de location de la loi, c'est quand même le locataire. Le locataire qui, malgré tout, au bout du compte, on lui permet d'accéder à un logement de qualité confortable, aux charges maîtrisées. Et donc, nous pensons à l'Agence nationale de l'habitat que si en plus il s'agit d'un logement à loyer maîtrisé, eh bien c'est encore mieux. Merci à tous les trois. Je pense qu'on peut vous applaudir d'avoir partagé avec nous cela. Nous allons